Bien, donc je m'étais engagé envers vous à ce qu'on aille au bout de notre programme. Et donc quand on prend un peu de retard, et un retard bénéfique, puisque ce retard il est dû à l'abondance de vos interrogations et au dialogue qu'on a, et je m'en réjouis, bien évidemment, néanmoins il faut retomber un petit peu sur nos pieds. Donc je vous propose aujourd'hui de nous en tenir vraiment au texte, et je me propose de vous commenter donc les propositions qu'on aurait dû commenter la semaine dernière, le scoli de la proposition 7 et celui de la proposition 13, qui sont les meilleurs textes nous permettant d'entrevoir ce qu'est le parallélisme, chose difficile en fait pour nous. Nous sommes tellement empêtrés dans le dualisme qu'on a du mal à comprendre, à concevoir ce parallélisme spinoziste. Ce monisme aussi, c'est un peu la même chose, mais parallélisme est un terme peut-être plus précis. Et puis le scoli de la proposition 17 et le scoli de la proposition 35 qui nous parlent de l'erreur, et on va voir que les deux sont très profondément liés. L'erreur, elle est liée à la relation de notre corps au fond et de notre esprit avec tout ce qui les entoure, et l'erreur n'est jamais absolue, elle est toujours relative, et on le comprend aisément. Il ne peut pas y avoir d'erreur dans une totalité qui est parfaite et qui est divine. Donc il y a un statut de l'erreur qui est tout à fait original chez Spinoza, même si nous le verrons, il y a quand même des échos du cartésianisme qui semblent absolument évidents. Donc voilà ce que je vous propose de faire, à moins qu'il y ait des interrogations sur ce qu'on a vu la dernière fois. Ce n'est pas le cas, le chemin faisant, éventuellement, vous me les indiquerez. Donc, nous sommes dans ce livre 2 qui va poser la question de l'âme, mais où il est aussi beaucoup question du corps. Bon, le corps, évidemment, il sera très présent dans les 3e et 4e livres, surtout dans le 4e, mais en fait, à partir du livre 2, on entre dans le parallélisme, c'est-à-dire que Spinoza parle à la fois tout au long de ses propositions de l'âme et du corps, puisque pour lui, les chaînes causales qui se déroulent dans l'attribut pensé se déroulent aussi dans l'attribut étendu et réciproquement. Donc le monisme spinoziste a pour effet que rien ne peut se produire dans une dimension, appelons attribut une dimension, c'est un langage qui est peut-être plus simple pour nous, qui ne se produisent en même temps et parallèlement dans l'autre dimension. Voilà en gros ce qu'est ce parallélisme qui permet à Spinoza, d'une part de défendre son ontologie, pour employer ce terme un peu raffiné, mais qui lui permet surtout de se démarquer de Descartes. Je reviens rapidement sur le dualisme cartésien. Je crois qu'on ne peut faire autrement pour entrer dans le parallélisme spinoziste. Encore une fois, Spinoza admire Descartes et reconnaît sa dette immense à l'égard de Descartes, qui est vraiment l'entrée dans la rationalité moderne avec tout ce que cela implique, la volonté d'expliquer causalement, scientifiquement, le corps, la nature. Donc il n'y a pas un mot critique de Spinoza à l'égard de cette grande entreprise dans laquelle nous sommes aujourd'hui encore, d'une certaine manière. Mais Spinoza a le mérite de pointer, je dirais, son regard aigu sur ce qui a été la difficulté majeure de Descartes. Descartes ne s'en est pas sorti avec son dualisme. Je crois que les choses sont parfaitement claires quand on le lit. Son dualisme, je vous le disais dans mon cours d'introduction, c'est peut-être moins un dualisme métaphysique, au fond, chez Descartes, qu'un dualisme, je dirais, de méthode. Il faut purifier la nature de toutes les âmes qu'avait mis la philosophie médiévale, la philosophie scolastique, qui expliquait tout par des esprits, des puissances mystérieuses. Il faut débarrasser, purger la nature de tout ce qu'il peut y avoir de spirituel en elle pour l'aborder avec les méthodes, les techniques d'observation et d'explication de la rationalité moderne. Donc le dualisme cartésien, c'est surtout une machine de guerre contre l'ancienne vision du monde, contre l'ancien paradigme, pour employer ce terme qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, vous le savez. Il n'est pas certain que sur un plan métaphysique, Descartes soit attaché viscéralement au dualisme. Et la preuve en est, je vous l'avais déjà dit et j'y reviens rapidement, la preuve
preuve en est que ce soi-disant dualiste introduit une troisième substance. Donc c'est bien la preuve qu'il n'est pas dualiste viscéralement, sinon il aurait essayé de défendre jusqu'au bout cette vision du dualisme. On pourrait être dualiste, semble dire Descartes, si l'homme n'existait pas. Bon, s'il y avait de purs esprits essayant de comprendre une nature mécanique, une machine nature, et en face d'elle, en quelque sorte, un esprit intelligent, divin, pour ainsi dire, cherchant à la comprendre. Bon, seulement il y a l'homme, cet empêcheur de dualiser en rond, si vous voulez. L'homme, c'est celui qui nous empêche de dualiser en rond. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas une addition, il n'est pas une juxtaposition. Nous le vivons tous à chaque instant de notre vie. Nous sommes une union de l'âme et du corps, dira Descartes. Et c'est Descartes lui-même qui emploie le terme troisième substance. Et donc, en toute rigueur, il faudrait employer, à propos de la métaphysique cartésienne, le terme de trialisme. Bon, trialisme est un terme qui ne s'est jamais imposé en philosophie. Bon, trialisme est un terme qu'on emploie dans des sexualités dont je vous laisse deviner le caractère un petit peu sordide. Donc, il n'y a pas de trialisme en métaphysique et en philosophie. Bon, c'est un peu regrettable parce qu'au fond, Descartes est trialiste. Il y a l'âme, il y a le corps, et il y a l'union de l'âme et du corps. C'est une troisième substance. Je vous ai rappelé cette magnifique réponse à la princesse Élisabeth de Bohême, avec laquelle Descartes a correspondu. C'est une très belle correspondance que vous trouvez en collection Garnier-Flammarion. Toute la correspondance est éditée à part dans un livre de poche, elle est absolument superbe. Élisabeth de Bohême écrit à René Descartes: je comprends ce que vous appelez l'âme, le je pense, la vie intérieure, aucun souci. Je comprends ce que vous appelez le corps machine, toute cette machinerie biologique. Enfin, ce n'est pas les termes qu'elle emploie, mais c'est le sens de son idée. Mais qu'appelez-vous, monsieur Descartes, l'union de l'âme et du corps? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et elle a raison de ne pas comprendre. Et Descartes fait une sublime réponse qui annonce un peu la phénoménologie au fond du XXe siècle, lui disant: princesse, vous voulez comprendre ce qu'est l'union de l'âme et du corps, allez vous promener dans la forêt, sauter, danser, et vous comprendrez ce que c'est. Autrement dit, il la renvoie au vécu de cette union. Cette union ne se pense pas, cette union ne s'analyse pas. Bon, elle se vit, elle s'éprouve, elle s'expérimente. Bon. Et ce sera le grand défi au XXe siècle de la phénoménologie, d'essayer de mettre des mots sur ce vécu. Bon. Jusqu'à la phénoménologie, jusqu'à Husserl et ses successeurs, on pensait que nous étions devant l'inexprimable. Et Descartes lui-même pensait ainsi. On ne peut pas dire cette union. On la vit, on l'éprouve, on la ressent, mais il n'y a pas de mots. Dès que je mets des mots, je suis dans une approche qui est soit spirituelle, soit mécanique. Je ne suis pas dans cette union. Je détruis cette union sitôt que j'essaye de la penser. Je la divise en deux parties, séparées et hétérogènes. Bon. Eh bien, la phénoménologie a relevé le défi. Alors, l'a-t-elle bien relevé ou pas? Ça, c'est un grand débat. Certains pensent que non, d'autres sont très admiratifs, c'est un peu mon cas, pour cette phénoménologie. Mais la phénoménologie a relevé le défi et a considéré qu'il était possible de verbaliser cette union de l'âme et du corps, de l'exprimer en termes sensés, rationnels. Il ne s'agit pas de faire de la poésie. Bon, les poètes ont le droit de citer, bien entendu. Il ne s'agit sûrement pas de les exclure à la manière de ce que voulait faire Platon. Mais c'est une autre approche, c'est un autre discours. La philosophie peut, selon les phénoménologues, Husserl l'a fait, Sartre l'a fait dans L'être et le néant, Merleau-Ponty l'a fait, Michel-Henry peut-être mieux que tous les autres, à mon avis. Je vous en avais parlé il y a quelques années. Donc les phénoménologues ont relevé le défi et ont pensé qu'on pouvait penser, dire, exprimer cette union, qu'on pouvait mettre des mots sur cette union, sur cette expérience fondamentale que nous avons. Bien. Donc Spinoza a raison. Je paraphrase un livre célèbre, L'erreur de Descartes, et deuxième volume, Spinoza avait raison, d'un neurologue américain, Dalmasso, qui a écrit 2 livres qui ont été des grands best-sellers. Bon, oui, Spinoza a eu raison. Spinoza a eu raison de prendre Descartes en flagrant délit de faiblesse, mais au fond, Descartes aurait admis parfaitement cette faiblesse de sa philosophie. Il n'a peut-être pas vécu assez longtemps pour aller au bout des réflexions qu'il avait commencé à conduire. Le livre dans lequel il commence à esquisser une réponse, c'est ce fameux texte de la fin de sa vie, 1 an avant sa disparition, Les Passions de l'âme. Il y a de belles choses dans Les Passions de l'âme.
Mais ça reste un texte dualiste. Dans Les Passions de l'âme, Descartes parle tantôt de ce qui se passe dans la machinerie du corps, et il y a de très belles remarques qui anticipent la théorie du conditionnement, etc. Il y a de très belles choses. Et tantôt il parle de nos émotions, mais il essaye quand même de trouver un certain chemin qui annonce à certains égards la phénoménologie. Donc Spinoza trouve insupportable les contradictions de ce dualisme. On ne peut pas se contenter de cette métaphysique qui présente tant de difficultés, tant de complexité. Il faut ramener les choses à l'unité, et il le fait à travers sa vision donc moniste. Mais de même que le dualisme avait buté sur des difficultés insurmontables, il ne s'agit pas de gommer le fait que Spinoza va lui aussi rencontrer des difficultés. Et j'ai repéré, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais je vous invite à le faire, des maladresses, que le grand Spinoza me pardonne, des maladresses dans la formulation. Lorsque Spinoza semble dire que l'âme observe et analyse ce qui se passe dans le corps, il s'exprime mal, parce que ce n'est pas ainsi que les choses se passent. L'âme n'est pas extérieure au corps. Il s'exprime bien quand il nous dit, pendant qu'une chaîne causale déploie sa série dans l'étendue, donc dans mon corps, une chaîne causale analogue déploie sa série dans mon âme. Il n'y a pas d'interaction. Donc il ne s'agit pas de dire que l'une observe l'autre ou que l'une est modifiée par l'autre. Mon corps ne modifie pas ma pensée. Et alors là, encore une fois, nous avons de grandes difficultés. Et Spinoza lui-même présente, à un moment donné, témoigne, je dirais, dans son vocabulaire même, de cette difficulté. Est-ce qu'il ne faudrait pas inventer un nouveau vocabulaire? Là, je pense à quelqu'un dont je vous ai souvent parlé, qui est un de mes chouchous, qui est le physicien David Bohm, dont j'ai lu tous les ouvrages et pour qui j'ai une tendresse infinie. David Bohm, dans un de ses plus beaux livres, qui s'appelle La plénitude de l'univers, qui est un petit bijou, Wholeness and the Implicate Order, en anglais. La totalité et l'ordre implié. Que dit David Bohm? Des choses magnifiques, et en particulier, il nous dit, au fond, notre langage est tout entier dualiste. Si vous dites « j'ai mal au pied », il y a un « je », et puis il y a un pied, vous les séparez. Notre langage est enfermé, enserré, englué dans le dualisme. Et David Bohm dit « mais c'est un vœu pieux, il nous faudrait un nouveau langage ». Il appelle ça, à un moment donné, le réo-mode. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Réo, c'est reine, en grec, couler. Bon. Il nous faudrait un langage, justement, qui ne soit pas un langage qui immobilise. Je vous ai parlé de la substance dans les séances précédentes. Notre langage substantifie, c'est-à-dire immobilise. Je ne peux penser que par repos et arrêt. C'est Aristote qui avait dit ça, le premier. Bon. Donc, David Bohm émet le vœu pieux, encore une fois, parce que ce langage, à mon avis, n'existe pas et je doute qu'il existe un jour. Mais peut-être, après tout, me trompais-je et peut-être que ce langage existera. Pourquoi pas? Un langage qui ne soit pas dualiste. Un langage qui soit capable de nous dire cette unité en mouvement, cette expression que je trouve aussi bien dans l'âme que dans le corps, cette analogie. Donc David Bohm est extrêmement intéressant là-dessus. De même, je vous rappelle aussi, avant de me pencher sur les textes, parce que je n'ai pas trouvé de meilleure image, l'image que David Bohm nous donne dans un de ses ouvrages. Je ne crois pas que ce soit dans La plénitude de l'univers. Je ne sais plus dans lequel de ses ouvrages j'ai lu cette image qui ne m'a jamais quitté tellement elle est absolument remarquable. Pour comprendre Spinoza, pour en comprendre les attributs de Spinoza, je vous l'ai dit en début d'année dans mon cours d'introduction, David Bohm nous invite à imaginer un aquarium. Cet aquarium serait la réalité unique, la seule réalité qui existe, mais cet aquarium se trouve dans une pièce absolument impénétrable, où aucun esprit, aucun humain en tout cas n'a jamais pu pénétrer. Cet aquarium est entouré de caméras,
Et nous sommes dans la pièce d'à côté, nous voyons des écrans de télévision sur lesquels sont projetées les images prises par ces caméras. Et bien entendu, nous voyons différentes images, puisque l'image qui est prise du dessus de l'aquarium n'est pas l'image qui est prise sur le côté de l'aquarium, et ainsi de suite. Bon. Donc il y a des écrans de télévision. Nous ne pouvons voir que 2 d'écrans de télévision, mais il y a une infinité d'écrans de télévision. D'autres créatures voient peut-être d'autres écrans. D'où l'idée d'une infinité d'attributs. Nous avons 2 images, nous avons 2 écrans. Et nous pensons naïvement, tant qu'on n'est pas passé par Spinoza, que ces 2 écrans nous représentent 2 réalités différentes. Il y a l'écran étendu, il y a l'écran pensé. Nous avons 2 écrans qui nous donnent 2 images différentes. Et nous prenons tellement au sérieux ces images que nous sommes persuadés qu'elles représentent des réalités. Je vous rappelle quand même que Descartes appelle la substance étendue la res extensa, et la substance pensante la res cogitans, la réalité, la chose. Donc, derrière l'idée de res, il y a l'idée de réalité. Nous pensons naïvement qu'il y a 2 réalités. 2 réalités indépendantes qui existent toutes les 2, autant l'une que l'autre. Bon. Eh bien, ce sont des illusions pour Spinoza comme pour David Bohm. Bon, il n'y a pas 2 réalités, il y a une seule réalité, c'est cet aquarium. Bon. Le reste, ce sont des images, ce sont des expressions, ce sont des regards qu'on peut jeter sur cet aquarium sans jamais pénétrer dans la pièce où il se trouve. Bon. Et donc, ces 2 écrans n'interagissent pas l'un avec l'autre. L'image de l'écran numéro 1 n'a aucun effet sur l'image de l'écran numéro 2, vous le comprenez aisément, et l'image de l'écran numéro 2 n'agit pas sur l'image de l'écran numéro 1. Eh bien, vous remplacez les 2 écrans par l'âme et le corps, et vous avez le parallélisme spinoziste. Le corps n'agit pas sur l'âme. L'âme n'agit pas sur le corps. Alors ça nous trouble profondément, encore une fois, parce que nous sommes empêtrés dans le dualisme. Je crois que le mot n'est pas trop fort. Tout nous y ramène. La philosophie, bien sûr, majoritairement dualiste, en Occident en tout cas. Du côté de l'Orient, les choses sont un peu différentes. Mais nous sommes européocentristes, nous le savons bien. Nous avons du mal à nous rallier à d'autres conceptions du monde. Donc tout nous ramène à ce dualisme, les grandes philosophies occidentales, la religion bien entendu, qui sépare l'âme et le corps et qui promet une survie à l'âme après la mort du corps, ce qui pour Spinoza évidemment est l'aberration des aberrations, cela va de soi, et puis le langage lui-même. Même si je n'ai aucune culture philosophique, je suis ramené au dualisme par les mots que j'emploie, par les structures de phrases que j'utilise. Tout me ramène à cette vision dualiste qui est intenable pour Spinoza et à laquelle il s'agit de substituer notre vision. Voilà une petite introduction rapide à ce parallélisme. Vous comprenez pourquoi on parle de parallélisme, parce qu'il s'agit encore une fois de... Le mot parallélisme a ceci d'intéressant. Si vous avez fait un peu de géométrie, vous savez que 2 parallèles ne se rencontrent jamais. Eh bien, l'image est belle. Le corps et l'âme ne se rencontrent jamais. Ni maintenant, ni demain, ni à l'infini. Il n'y a pas de rencontre possible. Il n'y a pas de rencontre possible tout simplement parce que ce ne sont pas des réalités. Donc il n'y aura jamais interaction entre l'une et l'autre. Jamais. Il n'y aura pas d'interaction. Alors bien sûr, je vous l'ai dit, et nous allons le percevoir, il ne s'agit pas d'effacer et de gommer le fait que cette métaphysique, comme toute métaphysique, présente des aspects séduisants, nous donne l'impression de comprendre des choses que nous ne comprenions pas avant d'entrer dans cette métaphysique. C'est la magie des grandes philosophies. Bergson a dit de belles choses là-dessus, en disant qu'il y a 2 lumières. Il y a la lumière qui permet de voir ce qui est là, puis il y a la lumière qui éclaire, qui révèle. Bon, les grandes philosophies sont ces lumières. Elles nous révèlent des choses, tout d'un coup on se dit « Ah oui, ça y est je comprends quelque chose qui m'échappait depuis toujours. » Bon, toutes les grandes philosophies ont cette puissance magique de faire tomber des voiles et de nous donner l'impression qu'on comprend ce qu'on n'avait pas compris jusqu'alors. Bon. Et c'est pour ça qu'il faut être un peu éclectique, sans donner raison à Victor Cousin, le français qui était le père de l'éclectisme. Il ne s'agit pas de sombrer dans un éclectisme un peu simplé,
Mais je crois qu'il est bon de pratiquer plusieurs philosophies, parce que chacune vous apporte un regard, des révélations, et ces révélations sont complémentaires, et c'est avec ces révélations complémentaires que vous avez à forger, chacun d'entre vous, votre propre vision. C'est ça le but quand même, c'est que chacun construise sa propre philosophie, parce que nous sommes des individus, et moi je suis très attaché à cette idée qu'il ne s'agit pas d'imposer une philosophie à un autre homme, mais de le conduire à bâtir sa propre vision, celle qui lui correspond, parce que cet individu est un individu unique et qu'il ne peut pas avoir la même philosophie que son voisin d'une certaine manière, même si les choses vont se recouper d'une certaine manière. Donc le mot parallélisme est très bien choisi. Les parallèles ne se rencontrent jamais. Donc ces deux attributs ne se rencontrent pas. Et au niveau humain, puisque ces attributs, en ce qui concerne l'homme, je les vis à travers les deux modalités que sont l'âme et le corps. Ce sont des modes, je vous rappelle, ce sont des parties de la substance. Donc le corps est un mode de l'attribut étendu, l'âme est un mode de l'attribut pensé. Mode au sens de modalité, de variation. Donc parallélisme, très bien choisi. Les deux attributs ne se rencontrent pas et ne se rencontreront pas. Ils se déploient chacun dans l'indépendance. Alors cette dépendance peut nous troubler, pourquoi? Parce que nous projetons notre dualisme sur le parallélisme. Et là, ça devient effectivement troublant, en se disant, mais comment se fait-il que... Non. Mais si vous accordez à Spinoza, effectivement, que ce ne sont pas des réalités, ces attributs. Ce sont des regards, ce sont des perspectives. Les choses deviennent beaucoup plus, je dirais pas simples, mais beaucoup plus admissibles. Ce qui nous trouble, je crois, dans le parallélisme, c'est que nous projetons le dualisme dans le parallélisme. Et nous imaginons une réalité qui s'appelle le corps, et on se dit, mais comment cette réalité pourrait-elle se développer sans avoir une action sur cette autre réalité qui s'appelle l'âme? Bon, Descartes a essayé de raisonner ainsi, et il s'est fourvoyé dans des problèmes insolubles, n'arrivant pas à résoudre la question, insoluble, définitivement. Comment quelque chose de matériel et de spatial peut-il agir sur quelque chose d'immatériel et de non spatial? Bon, la solution, personne, si vous la trouvez, vous serez le philosophe du millénaire. Bon, personne n'a trouvé de solution à cela. Oui, je vous en prie. Dans l'image de l'homme, il y a des images différentes de l'aquarium qui effectivement n'interagissent pas l'une sur l'autre. Absolument. Mais dans l'observateur qui est dans la pièce à côté, il n'y a même pas une idée d'aquarium, puisqu'il n'a jamais vu. Complètement. Il ne voit que... Tout à fait. Tout à fait. C'est très juste. C'est très juste. Par contre, s'il pouvait reconstituer la totalité de l'aquarium, à ce moment-là, les images interagissent. Je crois former, ne serait-ce que pour... Disons, elles interagissent... Non, on ne peut pas dire... Voilà. Ouais. Alors, vous posez deux questions. Bon. Elle crée l'aquarium. Oui. Mais elles restent des images. Je crois que vous posez deux questions différentes. Très intéressantes. Ce qui ne m'étonne pas de vous. Bon. La première question que vous posez, c'est celle de la totalisation des attributs. Bon. Je crois que la mathématique moderne a un petit peu répondu à votre question. C'est une totalisation impossible puisque nous sommes devant une infinité et on ne totalise pas l'infini. Donc ce dont vous rêvez, la totalisation des attributs qui me permettrait d'avoir tous les regards et puis ensuite je totaliserai ces regards du même coup tout en étant dans la pièce d'à côté, j'aurai une vision adéquate de la substance, c'est mathématiquement impossible. C'est mathématiquement impossible. Bon. Et deuxième question que vous posez, plus délicate encore, c'est, vous me dites, si on avait cette totalité, ce que je déclare impossible, mais raisonnant par l'absurde, comme font les mathématiciens, si on avait cette totalité, si on pouvait ainsi totaliser, à ce moment-là, on verrait une interaction. Non, on ne verrait pas une interaction. On comprendrait que ces images sont des perspectives sur quelque chose d'unique. Bon. Mais vous avez raison, par contre, parfaitement raison de dire que la situation des observateurs dans la pièce d'à côté, c'est la position, je dirais, d'observateur non spinoziste. Et la difficulté que vous pointez, qui est tout à fait intéressante, c'est où se situe l'observateur spinoziste. Ça, c'est intéressant. Il n'est pas dans la pièce où il y a l'aquarium, ça, Spinoza n'a pas cette mégalomanie, personne n'y pénétrera jamais, mais il n'est pas non plus tout à fait dans la pièce où se trouvent les écrans, puisque être dans la pièce où se trouvent les écrans, c'est être dans le dualisme. C'est être persuadé qu'il y a deux... On est dans la caverne platonicienne, en fait, c'est une variante, pour ça que
J'ai beaucoup aimé cette image de David Bohm qui revisite l'image par excellence, la plus belle image peut-être que jamais donnée un philosophe, qui est la caverne platonicienne sur laquelle on glose depuis 25 siècles. Bon, c'est la plus belle image possible. Donc c'est une image platonicienne, effectivement. Nous sommes devant des images que nous prenons pour la réalité, comme le prisonnier platonicien qui voit défiler des ombres, qui n'a jamais rien vu d'autre et qui n'a aucune raison de penser que ces ombres ne sont pas le réel. Bon. Donc effectivement, les écrans de télévision sont pris pour la réalité. Bon. Alors où est l'observateur spinoziste? Effectivement, il n'est ni dans une pièce ni dans l'autre, hein, ou alors il est dans la pièce des téléviseurs avec cette connaissance adéquate qui lui permet de comprendre que ces images ne sont que des images et qu'elles nous donnent un aperçu insuffisant qui sera... Il y a cette humilité permanente de Spinoza. D'abord, cette humilité, alors certains font de Spinoza une sorte de mégalomaniaque au niveau de la connaissance, qui est une aberration. Premièrement, il dit on a deux attributs, bon, sur une infinité, donc ça, c'est vrai, c'est pas grand-chose. Hein, bon. On a deux fenêtres pour regarder la substance, et il y a une infinité d'autres fenêtres que nous n'ouvrirons jamais et qui nous donneraient d'autres aperçus. Hein, donc notre connaissance est prodigieusement limitée. Bon. Alors il est certain que, je l'ai dit dans ma conférence sur Marcel Conche et Spinoza, que vous trouvez sur mon site internet, Marcel Conche, Spinoza et la nature, que le parallélisme nuance, je dirais, cette limite. Au fond, si les attributs sont parallèles, d'une certaine manière, alors je corrigerai un peu votre idée, je ne peux pas totaliser les attributs, mais une connaissance qui arriverait à être exhaustive, enfin le plus exhaustive possible d'un attribut, me donne une idée assez remarquable de la substance, puisque je ne trouverai que des choses parallèles et analogues dans les autres attributs. Hein. Donc ce parallélisme, en même temps, va nuancer le côté relatif ou relativiste de la vision des attributs. Hein. En connaissant très bien ce qui se passe au fond dans un attribut, donc j'applique ça à l'être humain, et les psychiatres, d'où Dalmasso et d'autres, sont très séduits par cette idée. Au fond, pour comprendre ce qui se passe chez un être humain, une connaissance remarquable de ce qui se passe dans son système nerveux, son cerveau, ses neurones, est prodigieusement éclairante, mais on peut tout aussi bien se lancer dans une étude de ce qui se passe dans sa psyché, hein, dans cette dimension invisible de l'individu, et on parviendra à des résultats tout aussi remarquables. Donc aucune des deux voies n'est fermée par Spinoza. Hein. Une bonne connaissance du corps aboutit à des résultats aussi efficaces qu'une bonne connaissance de l'âme, et une bonne connaissance de l'âme aboutit à des connaissances aussi efficaces qu'une bonne connaissance du corps. On peut prendre les choses par les deux bouts, si vous me passez l'expression. Hein. Bon, j'illustre ça par un exemple tout à fait simple que j'ai déjà donné. On a observé qu'un grand nombre de dépressions, chez un grand nombre de dépressifs, il y a une chute brutale du taux de fer dans le sang. Bon, soit, alors c'est la poule et l'œuf, hein. Si je suis Spinoziste, je dis c'est pas la chute du fer dans le sang qui a causé la dépression, c'est pas la dépression qui a causé la chute du fer, ce sont deux événements analogues qui reflètent une même réalité. Donc ça veut dire qu'il y a deux médecines possibles, il y en a une qui va traiter le corps en essayant de faire remonter ce taux de fer, et donc ça aura en même temps que ça se corrigera dans le corps, eh bien ça aura un effet, pas un effet, mais ça correspondra, vous voyez comment on retombe dans le dualisme, c'est difficile, hein, ça correspondra à une série analogue dans l'âme, ou bien je vais voir un psy, hein, et il va modifier mes séries causales psychiques, et on observera que le taux de fer a remonté dans le sang, voilà, sans qu'il y ait une action, hein, de la psychique. Voilà, il y a deux approches, il y a deux médecines. Hein, bon, je ne dirais pas que c'est de la psychosomatique, hein, c'est pas de la psychosomatique précisément. Hein, bon, la psychosomatique, elle est dans l'union de l'âme et du corps, elle essaye de traiter en même temps les deux. Je suis pas sûr que ce soit possible. Hein, bon. Autrement dit, Spinoza n'est pas s'il revenait parmi nous, ne serait pas du tout hostile à une approche totalement matérialiste sur le plan médical. Hein. Donc, il n'y a aucune raison de penser qu'il le serait. Mais il ne serait pas davantage hostile à une approche purement psychologique, psychanalytique. Hein. Je peux prendre les choses par un bout ou par l'autre. Hein. En transformant le corps, je transforme l'âme. En transformant l'âme, je transforme le corps. Vous avez une remarque? Oui, en comparant l'âme et le corps aux images de Carl Bohm. Oui, David. En fait, David Van Gogh. En fait,
c'est vrai, la totalisation des images n'est pas possible. Ne permet pas en direct, dans le cadre de l'étendue de la matière, d'avoir la vue réelle. Tout à fait. Mais chacune des images, quand elle remonte dans l'esprit, dans l'entendement, avec l'entendement, la concaténation de la réflexion sur chacune de ces images permet de créer, je ne sais pas si on peut appeler ça le concept, en fait, l'idée de l'aquarium, d'où on peut déduire la réalité de l'aquarium. Totalement d'accord. On ne peut pas additionner au niveau de la matière, mais au niveau du concept, on peut additionner et avoir une vue et en déduire la réalité. Alors, je crois que vous reformulez magnifiquement ce que j'ai essayé de dire. Hein. C'est-à-dire que le parallélisme corrige ce qui peut apparaître comme un relativisme, dans la mesure où, effectivement, une connaissance, je dirais, la plus exhaustive possible de ce qui se passe dans le corps ou dans l'âme, me donne effectivement une idée adéquate, dans le jargon spinoziste, de la substance. On est entièrement d'accord. Hein. Le parallélisme est correctif important. Sinon, effectivement, on serait tenté de classer Spinoza dans la grande famille des relativistes. Il y a une infinité d'attributs, on n'en connaît que deux, donc on ne connaît rien, on ne connaîtra jamais rien. C'est pas le discours de Spinoza. Hein. Spinoza, c'est un discours rationaliste qui présente une sorte de triomphe possible de la raison. Il n'y a de salut que dans la connaissance, je vous ai dit ça dans mon cours d'introduction, donc il n'y a aucun relativisme chez Spinoza. Et effectivement, sans le parallélisme, il serait condamné à une approche de type relativiste. Mais à partir du moment où effectivement toutes ces chaînes causales sont analogues, parallèles, font écho les unes aux autres, la bonne connaissance de l'une vous éclaire nécessairement sur ce qui se passe dans les autres dimensions. Il y a le temps qui intervient là-dedans. Oui. Parce que c'est pas du tout le même temps, le temps de l'esprit et le temps du corps. Oui. Alors ça, c'est une difficulté considérable. Bon. Non seulement il n'y a pas le même temps, mais j'ai envie de dire, il n'y a pas de temps dans la substance, puisque la substance, c'est Dieu. Hein, bon. Alors ça, c'est une difficulté dont je ne suis pas certain que vous allez trouver une réponse, à laquelle vous allez trouver une réponse chez Spinoza. Bon, Hegel a essayé de prendre en compte, de réintroduire le temps dans la substance. Certains commentateurs ont dit, au fond, Hegel est un Spinoza du 19e siècle qui met en mouvement cette substance éternelle, un petit peu immobile d'une certaine manière, hein, en dehors du temps. Rien n'est en dehors du temps. Hein, ça sera la révolution dialectique de Hegel. Donc Dieu lui-même est dans le temps. Il ne faut pas refuser la temporalité au divin. Dieu lui-même évolue. Donc ça, c'est la vision hegelienne qui est un peu la nôtre aujourd'hui. Donc vous avez raison. Je crois qu'on a là une vraie difficulté. Hein, comment mettre du temps dans ce qui est intemporel, dans ce qui est totalement étranger à la temporalité. Il est certain que dans la substance, dans l'aquarium, je dirais, il n'y a pas de temps. Alors évidemment, c'est irreprésentable pour moi, parce que le non-temps n'est pas accessible à ma pensée. Autant j'arrive à penser un temps qui dure indéfiniment, autant je suis bloqué devant la notion d'éternité. Bon. Elle dépasse mes possibilités intellectuelles. J'introduis du temps, comme j'introduis de l'espace d'ailleurs, disait Kant, très justement. On est peut-être devant des dimensions de l'esprit qui sont indépassables. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Tout à fait. Au niveau carrément quotidien, pour la médecine dont vous parlez, prendre indifféremment par l'esprit et par le corps, c'est pas du tout la même chose. Oui, non. Ça dépend ça dépend du symptôme. Alors, vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Il y a des aspects de chronobiologie, comme on dit aujourd'hui, qui vont exister sur le plan d'un traitement somatique, qui ne semblent pas avoir leur équivalent dans un traitement psychologique. Hein. Personne n'a pu démontrer. Si vous prenez par exemple les causes d'un cancer, qui peuvent être psychologiques, et si vous vous mettez à faire une psychanalyse pour chercher, vous êtes déjà mort. Ah oui, non, mais c'est une bonne remarque. C'est pour ça que je dirais comme bon spinoziste, je vous disais tout à l'heure, on peut prendre les choses par les deux bouts, mais il y a un bout qui est peut-être à un moment donné meilleur que l'autre et plus performant que l'autre. Vous avez entièrement raison. Bon. Mais c'est parce qu'il n'y a pas.
C'est une question de temps, c'est une question de timing, c'est une question de temporalité. Si on avait un temps infini devant nous, on peut penser que la lenteur, effectivement, et c'est ça qui a fait pencher la balance de nos médecines du côté du somatique, parce qu'on a une rapidité et qui fait préférer, je dirais, la médecine traditionnelle à quelque chose comme l'homéopathie, dont les résultats sont lents, peut-être plus profonds, peut-être plus réels et durables, mais lents. Et aujourd'hui, on est dans un temps accéléré, on veut des résultats rapides. Et si on dit à quelqu'un qu'on va améliorer sa détresse psychologique dans 20 ans, il n'est pas très partant. Hein, alors que des petites pilules vont l'améliorer en 48 heures. Donc vous avez tout à fait, ça c'est un facteur de timing qui est très important. Le parallélisme n'aboutirait pas à une forme de réductionnisme moderne, où le vivant ne serait qu'un assemblage de gènes, où la conscience ne serait qu'un assemblage de neurones, où le matérialisme ne serait qu'un assemblage de particules. Donc en fait, que le tout ne serait qu'un assemblage de parties. Oui, alors je crois que vous avez raison de pointer cette dérive, mais je pense que ce serait une dérive, effectivement, parce qu'il n'y a pas de privilège, encore une fois. Hein. Il n'y a pas de privilège de la dimension corporelle sur la dimension mentale. Il n'y a aucun privilège, précisément. Si je suis dans le parallélisme, je refuse. Alors Spinoza ne remplit pas totalement son programme. Je vous l'ai dit déjà, c'est une difficulté qu'on a rencontrée. Il ne peut pas ne pas accorder un certain privilège à la dimension intellectuelle. Bon, la libération passe par le... Sinon, Spinoza nous dirait, s'il était dans la logique et s'il allait au bout de son propos, mais il est parfois tout près de le faire, ça qui est assez fascinant. Mais il y a peut-être manqué la connaissance de l'Orient à ce moment-là, hein, qu'aurait été un Spinoza qui aurait eu la connaissance qu'a eu Schopenhauer du bouddhisme. Il nous aurait peut-être dit, il y a, pour guérir vos maladies, mettez-vous dans la position du lotus, méditez, récitez des mantras et vous arriverez à un résultat exceptionnel. Bon, donc c'est vrai que il reste quand même dans un certain dualisme malgré. Oui, mais il est tellement marqué par le dualisme cartésien qu'effectivement on a cette impression que tantôt il privilégie une dimension, tantôt l'autre. Hein. Un vrai paralléliste, je vais l'appeler ainsi, ne privilégie jamais une des deux dimensions, jamais. Il n'y a aucune raison de privilégier l'une par rapport à l'autre. Alors c'est vrai que dès qu'il parle de philosophie, de sagesse, il privilégie l'attribut pensée. On a l'impression que quand il parle médecine, il privilégie l'attribut étendu et le corps, comme l'a fait Descartes. Il est très cartésien là-dessus. Hein. Il est très cartésien, nul ne sait ce que peut un corps, écrit Spinoza, c'est une formule qui a été archi-commentée. Hein. Il est persuadé qu'une bonne connaissance du corps sera... je dirais, la porte ouverte à des merveilles, quoi, des améliorations, à des métamorphoses extraordinaires, et qu'on n'a encore qu'une très faible idée de ce dont on sera capable le jour où on interviendra efficacement, et ça commence quand même à être un peu le cas. On est en pleine science-fiction, là, en ce début du XXIe siècle. Hein. On va faire voir les aveugles, on va faire marcher les paralytiques, enfin, ça y est, hein, on n'a plus besoin de Jésus-Christ. Hein, on réussit des prodiges, hein, par la connaissance qu'on est en train d'acquérir. Bon, est-ce qu'on ne va pas vers le cybernanthrope, comme l'ont dit certains, hein, ce mélange d'hommes et de machines? Bon, on est complètement là-dedans, bien entendu, hein, c'est tout à fait vrai. Donc Spinoza ne va pas jusqu'au bout, je dirais, je dirais que, si vous voulez, c'est une façon peut-être un peu abrupte de dire les choses, mais je dirais que le parallélisme ou le monisme, parce qu'au fond c'est la même chose, hein, spinoziste, est un peu comme le dualisme cartésien, une machine de guerre. Hein, bon, le dualisme cartésien, je vous l'ai dit, c'est moins une métaphysique qu'une machine de guerre contre l'ancienne philosophie. Le parallélisme spinoziste, c'est une machine de guerre contre le dualisme cartésien, et Spinoza ne va pas au bout de son programme. Hein, bon. Mais il nous demande de faire l'effort, de considérer que c'est bien ainsi que les choses se passent, au fond, au cœur de la substance, si j'ose dire, et que il faut renoncer à cette idée d'interaction ou d'action de l'une sur l'autre, sinon là on va basculer effectivement dans le privilège. Bon. On va basculer dans le privilège avec un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure. Bon, et on sait que ça fait un certain nombre de dégâts. Hein, bon. Quelqu'un qui croit trop, je dirais, à la force de la psyché, eh ben, il va courir chez un psy pour guérir un cancer en train de se généraliser. Comme vous le dites,
ça ne va pas durer longtemps le traitement. Hein. Bon, je suis d'accord avec vous. Par contre, peut-être qu'en connaissant génétiquement la fatalité presque du développement, peut-être que le mental peut, en connaissant, ne pas faire que je pense qu'il y a une influence du mental sur l'actualisation. Oui. Non, mais je crois que j'ai presque envie de dire que le paradoxe, et c'est pour ça que j'ai évoqué l'Orient 2-3 fois ce matin, en passant par David Bohm en particulier, je crois que l'Occident a quand même fait le pari de l'approche somatique des choses et matérialiste. Notre médecine, elle est remarquable parce que hier j'ai assisté à la conférence de mon ami Levotte qui faisait son discours de réception à l'Académie du Var, qui a parlé de l'histoire de la radiologie dans le Var. Bon, c'est une histoire extraordinaire quand même, quand on pense ce qui se passait entre les premières radiographies à la fin du 19e siècle et puis les scanners, les IRM d'aujourd'hui. Bon, on a basculé dans un autre monde. Donc nous, on a fait ce pari, mais du même coup, on est très infirme et très ignorant au niveau de l'esprit. Bon, on est très faible, très faible. Oui, bien sûr. Et donc, on a maintenant quasiment l'absolue certitude que le mental, on va dire ça comme ça, au niveau des méditations, agissent sur les gènes, agissent même sur les télomères. Sur le cerveau, sur la régénération cérébrale, on a des preuves. On a des preuves. Alors là, vous avez raison de dire ça. Non. Là, vous avez raison de dire ça. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que nous sommes tellement, je dirais, centrés sur nos propres méthodes et notre propre approche matérialiste que nous n'avons reconnu la puissance de ces techniques que lorsqu'on a eu une vérification à travers nos approches et nos méthodes. Jusqu'alors, on regardait ça avec un mépris total. Aujourd'hui, la neurologie, en particulier l'imagerie cérébrale, fait des prodiges et elle est en train de vérifier tous les jours, effectivement, ce que les orientaux pratiquent depuis bien longtemps, et on découvre des choses absolument extraordinaires. Hein. On découvre effectivement que quelque chose se passe dans les neurones, au cœur des cellules même. Tout à fait. Hein. Et là c'est la force, et c'est un peu le bouquin de Dalmasso. Hein. Spinoza avait raison. Hein, c'est pour ça que ça résulte un petit peu du fait que l'esprit humain a du mal à raisonner en moniste. Et que, par contre, raisonner en dualiste, c'est beaucoup plus facile. Tout à fait, mais tout à fait. Tout à fait. En raisonnant en dualiste, on se trouve avec un corps qui est dedans, il faut bien passer à la troisième. Non, mais vous avez un problème de facilité dans l'entendement. Donc vous avez tout à fait raison. Alors, cette facilité, elle n'est pas forcément, je dirais, inscrite dans notre nature. Elle est très culturelle. Elle est liée à la langue que nous parlons, et d'autres langues sont nettement moins, je dirais, poussent moins au dualisme que les nôtres. Hein. Et puis elle est liée à notre religion, elle est liée à notre passé religieux, philosophique. Donc je pense effectivement que ça c'est une grande différence. Mais nous sommes en train je dirais, de sortir un peu de notre cocon, et il était temps. Je dirais quelque chose est en train d'émerger d'extrêmement intéressant, où on regarde avec intérêt ce qui peut se passer, en particulier du côté de l'Orient, et ça c'est tout à fait passionnant, et ça laisse entrevoir de très belles choses dans un avenir plus ou moins proche. Donc, alors on va vraiment en venir au texte, sinon une fois de plus... On divise quelque chose pour réussir à le résoudre, et puis peu à peu on le reprend. Oui, tout à fait. Je comprends ce que vous voulez dire. Bien sûr. C'est un grand acquis des scientifiques. Complètement. Non, mais je crois que la naïveté de ce dont on parle, quand on parle de holisme, etc., c'est qu'il ne faut jamais oublier, même si on est très spinoziste, et on a le droit de l'être, et c'est même beau d'être spinoziste, on ne doit jamais oublier, et Spinoza en cela est un modèle. Il est moniste, mais il n'oublie pas la puissance de l'analyse, de la division, des méthodes qui permettent effectivement de diviser les difficultés d'un problème, et il est cartésien sur ce plan-là, il doit tout à Descartes. Bon, là-dessus, je crois qu'il faut être sérieux, je dirais. Hein. L'approche analytique, elle a été irremplaçable, et d'une certaine manière, on ne peut pas se passer d'une approche analytique des choses. Bon, c'est vrai que l'analyse, quand elle est
omniprésente et quand elle ne laisse aucune place à une vision plus globale, plus holistique, pour employer un terme très utilisé aujourd'hui, a des conséquences qui sont nocives et sans doute dangereuses. Donc il ne s'agit pas d'être unilatéral et de faire une apologie excessive. C'était le défaut que l'on a eu en Occident. Mais il ne faut pas tomber de Charybde dans Scylla. Je crois que ça, c'est une erreur qui est fréquente aujourd'hui. Ne tombons pas dans le sanglot de l'homme blanc, comme a dit mon ami Pascal Bruckner, que j'ai cité dans une chronique récente sur Internet. Non, nous avons fait de belles choses, et nous n'avons pas à rougir de nos sciences et de ce que nous avons découvert depuis quelques siècles. C'est une avancée pour l'humanité entière. Bon, donc il faut être équilibré, je pense, là-dessus. Il faut être conscient de la dangerosité d'un discours excessivement analytique. J'en suis le premier conscient. Et en même temps, il faut être lucide sur ce qu'a apporté l'analyse et sur le fait qu'on aura toujours besoin d'analyse. Moi, je crois que sur ce plan, il faut être serein, je dirais. Alors, on va rapidement se pencher sur les propositions dont je vous ai parlé. Donc, la proposition 7 énonce véritablement cette idée de parallélisme. L'ordre et la connexion des idées sont les mêmes que l'ordre et la connexion des causes. Donc, le corollaire dit qu'il s'agit effectivement d'une puissance qui est en Dieu. Alors, on va commenter rapidement le Scoli. Je commente quelques-unes de ces formules. Spinoza montre bien effectivement que tout ce qui se déroule au fond en dernière analyse au sein de la substance appartient à une substance unique, et qu'en conséquence que substance pensante et substance étendue c'est une seule et même substance. Il emploie une expression qui peut nous troubler parfois en disant que, en parlant de ce qui peut être perçu par un entendement infini. Alors, bien entendu, il ne faut pas se méprendre. Il ne s'agit pas de dire que nous pouvons nous identifier à Dieu et nous élever jusqu'à la perception de Dieu lui-même. Ça serait extrêmement fou comme discours. Mais nous pouvons avoir un concept de ce qu'est l'entendement divin. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a le concept n'est pas nécessairement la connaissance exhaustive. Donc, je peux me représenter d'une certaine manière ce qu'est cet entendement divin, qui est une perception absolue, et du même coup, je peux entrevoir, même si c'est très modestement, ce qu'est cette intelligence divine qui ne fonctionne pas dans la division, dans la séparation, qui ne regarde pas ce qui se passe dans un attribut et puis ensuite dans un autre attribut, puisque elle est au-delà des attributs. On peut penser à la belle formule de Platon que cite souvent mon ami Jean-François Mattei. Je vais faire le snob, je vais parler grec. Cette formule magnifique, epikeina tes ousias, au-delà de l'essence. C'est dans les derniers dialogues de Platon, au-delà de l'essence. Donc il y a quelque chose qui est encore au-delà de l'essence. Alors qu'on pensait que l'essence c'était le sommet. Bon, chez Platon, les idées, il y a epikeina tes ousias, quelque chose qui est au-delà. Donc le Dieu de Spinoza, c'est bien ça, d'une certaine manière. Il est au-delà des attributs, il est la substance, mais il n'est pas totalement inexact de dire qu'il est d'une certaine manière au-delà de l'essence. Puisque en même temps, il déploie sa puissance dans les réalités de la nature, et qu'en même temps il les déploie dans la puissance de sa pensée, et que tout ce qu'il déploie dans l'étendue est en même temps pensé à l'instant même où ça se produit. Encore une fois, j'introduis du temps en Dieu, mais comment faire autrement? On est incapable de faire autrement. Donc, de même, ce qui est vrai pour les attributs est vrai pour un mode de l'étendue. Un mode de l'étendue et l'idée de ce mode, c'est une seule et même chose. Autrement dit, dans mon corps, ce qui se produit dans ce mode de l'étendue qui est mon corps, et la pensée que je peux avoir de ce mouvement, c'est en fait la même réalité. C'est-à-dire la pensée ne vient pas observer, et on va voir que Spinoza lui-même trahit cette idée dans son langage parfois. Encore une fois, nous avons un langage qui répugne à dire les choses de façon moniste. Nous trouverons un seul et même ordre ou une seule et même connexion des causes, et je commente le bas de la page, de sorte que aussi longtemps que les choses sont considérées comme des modes du pensée,
nous devons expliquer l'ordre de la nature entière, c'est-à-dire la connexion des causes par le seul attribut de la pensée. C'est très exactement ce qu'on disait tout à l'heure. L'attribut pensée n'est qu'un attribut, mais puisqu'en même temps il est une expression de la substance, et une expression, je dirais, aussi fondamentale que toutes les autres expressions, une bonne connaissance de ce qui se passe dans cet attribut, c'est une connaissance aussi remarquable qu'elle puisse être de la substance elle-même. Autrement dit, nous ne sommes pas dans une vision relativiste. Ce n'est pas parce que nous avons seulement deux attributs à notre disposition que nous ignorons définitivement ce qu'est la substance. Et de même, en tant qu'elles sont considérées comme des modes de l'étendue, l'ordre de la nature entière doit être aussi expliqué par le seul attribut de l'étendue. Et je l'entends de même pour les autres attributs. Ça, c'est assez amusant, ces autres attributs que nous ne connaissons pas, mais dont nous pouvons avoir le concept. Nous pouvons admettre, et c'est un second correctif au dualisme. Ce dualisme dont je vous disais qu'il est devenu trialisme, et pourquoi pas quadrialisme, et ainsi de suite. Donc, ici, il y a une sorte de deuxième correctif au dualisme cartésien. Pourquoi seulement la pensée et l'étendue? Pourquoi? Ça, c'est notre limite humaine. Pourquoi pas quantité d'autres dimensions? Alors, on peut faire simplement des analogies, si vous voulez, mais les analogies sont quand même, comme disait le grand Aristote, c'est parfois la seule façon qu'on a de penser la meilleure. Il y a bien peu de temps, on ignorait ce qu'étaient les rayonnements infrarouges et les rayonnements ultraviolets. Donc il y a des quantités de dimensions de la nature qui nous échappaient totalement. Aujourd'hui, on sait que l'astronomie et l'astrophysique en particulier est en pleine révolution parce qu'elle est capable de capter cette astronomie des rayonnements dont on ignorait même l'existence il y a un siècle. Donc c'est un parallèle, une analogie qu'on peut faire. Nous découvrons des dimensions, alors elles font encore partie de l'étendue en langage spinoziste, ces dimensions bien entendu, mais nous découvrons des dimensions dont nous ignorions totalement l'existence, et ça a enrichi considérablement notre connaissance de la nature. Donc là, on a une sorte d'aveu d'allégeance au dualisme cartésien, malgré tout, à la fin de ce Scoli, où Spinoza semble dire, surtout, ne mélangeons pas les attributs, ne passons pas de l'un à l'autre. Ce qui fait la puissance de l'esprit, c'est qu'il est enfin capable, et en cela, il reste cartésien, totalement cartésien. L'exploit, en quelque sorte, de René Descartes, c'est de nous avoir fait admettre que nous pouvions expliquer la nature sans jamais faire intervenir un facteur mental ou spirituel dans l'explication de cette nature. Je n'ai pas besoin de supposer une intention de m'éclairer à la lune pour expliquer qu'elle brille le soir dans le ciel. On sort totalement de l'animisme, de l'anthropomorphisme. On vide la nature de toutes ses âmes. Alors évidemment, ça a un côté un peu attristant. C'est une nature un peu froide maintenant qu'on a sous les yeux. C'est le désenchantement du monde, comme dira Max Weber au XXe siècle, bien sûr. Mais heureusement, nous n'avons pas que la science. Il nous reste l'art, la poésie et beaucoup d'autres choses. Mais c'est un exploit. C'est un exploit d'avoir réussi à prendre cette décision, parce que c'est d'abord une décision épistémologique. Et une coupure, peut-être, comme disait Bachelard, encore que je n'en suis pas tout à fait certain, mais c'est un autre débat. C'est une décision que nous avons prise à l'époque de Galilée et de Descartes, d'aborder cette nature comme un grand système d'équations et comme une dimension dont on peut rendre compte sans jamais faire appel à quelque chose de spirituel. Tout le monde connaît la fameuse formule de, je crois que c'est Laplace qui avait dit ça, quand Napoléon lui dit « Et Dieu ?» et il répond « Je n'ai pas besoin de cette hypothèse dans la construction de mon système. » Bon, et ce qui est vrai, ce qui est profondément vrai. Bon, c'est un autre domaine, on peut y croire, ne pas y croire, mais bon, je n'ai pas besoin de Dieu pour rendre compte de la mécanique de l'univers et de tout ce que nous observons. On peut éliminer totalement cette dimension spirituelle pour se lancer dans une approche mathématique qui rende transparente
les réalités que nous observons, qui rend transparents les mécanismes de la nature, qui nous permet de les décrire et qui nous permet aussi, évidemment c'est tout à fait essentiel, la prévision. C'est-à-dire que quand j'ai compris la mécanique céleste, je suis capable de vous annoncer qu'en 2025, il y aura une éclipse de lune visible dans l'hémisphère sud, et il y aura une éclipse de lune visible dans l'hémisphère sud. On n'est plus dans Tintin au Tibet ou dans les fariboles de la pensée archaïque, où on s'imaginait une vengeance des dieux. Donc il y a là quelque chose, et donc Spinoza, ici, très, très cartésien, en disant, eh bien, il faut effectivement surtout bien séparer dans notre approche analytique les deux attributs, et ne pas passer de l'un à l'autre. C'est surtout vrai, encore une fois, quand on est dans l'attribut étendu, de ne pas glisser subrepticement un esprit ou une âme dans notre explication, qui serait un aveu d'ignorance, comme dit Spinoza lui-même, Dieu comme asile de l'ignorance, une formule qui est restée célèbre. Dès que je ne comprends pas, je fais appel à Dieu ou à l'esprit. Bon, c'est très commode, mais c'est très vain en même temps. Mais c'est vrai aussi de l'autre côté. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, on a là même si Spinoza n'est pas entièrement fidèle à son programme, un non-privilège d'un attribut sur l'autre attribut. Donc ce que je viens de vous dire, qui est très cartésien concernant l'étendue, il faudrait le répéter au niveau de la pensée. C'est-à-dire que un psychologue ou un psychanalyste doit pouvoir travailler la dimension de l'esprit sans se préoccuper de ce qui se passe dans le corps. On est aux antipodes de la psychosomatique. La psychosomatique, d'ailleurs, on en parle de moins en moins. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Plus personne ne parle de psychosomatique. C'était une grande mode dans les années 70-80. On ne savait pas trop ce que ça veut dire. En général, les modes sont liées à des choses qu'on ne comprend pas. Si vous voulez lancer une mode, je vous conseille de procéder ainsi. Vous lancez un truc que vous ne comprenez pas vous-même, ça va très très bien marcher. Et il y a beaucoup d'intellectuels qui procèdent ainsi, et je ne citerai pas de nom. Non, on est aux antipodes de la psychosomatique. On a une approche possible à travers l'attribut pensée, et donc à ce moment-là, ce serait une sorte de trahison, je ne sais pas, au cours d'une psychanalyse, que le psychanalyste tout d'un coup vous dise, en fait, non, vous n'avez pas de problème oedipien, vous manquez de fer, on va vous donner des petites pilules. Bon, on n'imagine pas un psychanalyste procéder de cette façon-là, et c'est très bien. Parce qu'en fait, ce serait une sorte de méli-mélo absolument monstrueux. Donc on décide d'aborder les choses sur le plan de la psyché, et on s'en tient dans cette dimension, on essaye de repérer les chaînes. Bon, sur ce plan, Freud était très, très, très cartésien et très, très galiléen, très matérialiste en réalité. Freud est persuadé que lorsqu'on connaîtra ce qui se passe effectivement dans cette dimension qui présente cette difficulté qu'elle est invisible, effectivement, mais dont Freud essaie d'apporter les preuves de l'existence. Quand on connaîtra ce qui se passe dans cette dimension de la psyché consciente et inconsciente, on aura des moyens d'agir, et les comportements des humains deviendront transparents. C'était la croyance de Freud. Où en sont maintenant les orientaux, alors, du point de vue, parce qu'ils ont à la fois